dirais que la simplicité, c'est le mieux, mais il faut s'assurer qu'on ne donne pas des mauvaises informations. Hein? Si on simplifie trop, on peut enlever de l'information qui est importante. Donc, je dirais donner l'information qui est importante pour que la personne prenne la décision. Pas cacher des choses qu'on pense que la personne ne va pas être capable de comprendre, mais la simplifier le plus possible. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur Epirum avec le professeur Karine Toupil-April qui va nous parler de la prise de décision partagée en santé. Le professeur Karine Toupil est professeure à l'Université d'Ottawa. Elle est ergothérapeute et épidémiologiste clinique. Elle est également l'éditrice du Cochrane Musculo-Squelettic Group, ainsi que la directrice du workshop et du groupe de travail de l'OMERACT, qui est une organisation qui évalue les différents outils de mesure sur la prise de décision partagée. Et donc, c'est à ce titre-là que je l'accueille aujourd'hui pour nous parler de ce concept. Bonjour ou bonsoir, Karine. On va dire bonsoir. Bonsoir ou bonjour, oui. Ravie de vous avoir sur Epirum. Alors, pour commencer, est-ce que vous pouvez nous définir ce que c'est qu'une prise de décision partagée en santé? Oui, je vais vous donner un peu ma définition que j'ai adaptée un peu là, de différents auteurs. Bien sûr, la définition est toujours en anglais, donc j'essaye de bien la traduire. Il n'y a pas de souci, merci pour les... Donc, l'objectif, la prise de décision partagée, c'est vraiment un processus de prise de décision. Ça s'appelle partagé parce que c'est vraiment partagé entre un patient ou un client et sa famille et les professionnels de la santé. Donc, en général, ce n'est pas juste le professionnel de la santé qui prend une décision pour le client ou le patient. Et ce n'est pas non plus juste le patient et le client qui prend la décision tout seul, mais c'est les deux ensemble. Donc, il y a un processus où ils vont utiliser les meilleures données probantes ou les données scientifiques, les preuves scientifiques, pour les différentes options de traitement qui se présentent. Donc, ils vont regarder, par exemple, les données sur l'efficacité et la sécurité, ainsi que, par exemple, les avantages, les inconvénients des différents traitements. Et à ce moment-là, ils vont être capables d'avoir vraiment toute l'information qui provient des études scientifiques. Donc, ça, c'est la première chose. Ensuite de ça, deuxièmement, l'autre aspect, c'est qu'il y a une discussion des valeurs et des préférences du client ou du patient. Et donc, ce que ça veut dire, c'est le patient doit réaliser, dans le fond, ce qui est important pour lui et par exemple, quel traitement serait le mieux pour lui. Donc, par exemple, quel genre de traitement il préfère. Est-ce qu'il préfère, par exemple, une pilule versus une injection versus un autre type de traitement? Et également, est-ce qu'il a peur, par exemple, de différents effets secondaires? Donc, la question pourrait être, par exemple, il y a un traitement qui est probablement plus efficace, mais qui peut être plus dangereux. Donc, peut-être que quelqu'un prendrait le traitement qui est plus efficace et a potentiellement plus de risques, mais quelqu'un d'autre déciderait « Ah non, pour moi, c'est l'opposé. J'ai vraiment trop peur des risques. » Et à ce moment-là, il choisirait un traitement qui serait peut-être un peu moins efficace, mais avec moins de risques. Donc, ça, c'est très personnel. Donc, on tient compte des données scientifiques, mais aussi des valeurs et des préférences du patient dans cette prise de décision. Et il y a une discussion vraiment pour discuter des avantages, des inconvénients, pour prendre la meilleure décision pour le patient. Alors, donc, c'est ça un peu. Ouais. Ça rejoint un peu le concept de l'evidence-based medicine où on va aller à l'intersection entre ce que vont nous apporter les faits et les preuves scientifiques, les préférences du médecin et les préférences du patient, et on va tous discuter pour trouver la meilleure offre ou la meilleure proposition thérapeutique adaptée à notre patient. C'est ça. Et souvent, ce qui se passe dans, justement, evidence-based medicine ou evidence-based practice, donc souvent, ce qui se passe, c'est qu'on oublie un peu la portion valeurs et préférences des patients. Hein? Souvent, on dit, c'est evidence-based medicine, il faut que ça soit centré sur les évidences scientifiques, sur les preuves scientifiques. Et il y a comme un peu comme ça s'est passé à travers le temps. Et la portion valeurs et préférences des patients, souvent, passe un peu inaperçue. Hein? On la tasse un petit peu. Mais je pense que c'est une des choses qui est très, très importante. Et on le voit maintenant, par exemple, avec COVID-19, par exemple, quand on regarde les vaccins, quand on regarde qu'il y a des patients parfois on leur offre
par exemple, est-ce que tu veux AstraZeneca maintenant versus tu peux peut-être avoir Pfizer un peu plus tard, dans 2 semaines, 3 semaines, 1 mois. Donc, il y a vraiment eu des décisions qui étaient très intéressantes. Puis, tu sais, on peut dire, par exemple, que parfois, ben, c'était les États qui ont pris les décisions pour les patients. Donc, les États ont dit, par exemple, ben, tous les gens qui sont dans un quartier à risque où il y a beaucoup, beaucoup de cas, ils ont dit, ben, c'est vraiment, c'est avoir COVID potentiellement versus avoir un vaccin qui a peut-être des petits effets secondaires ou des effets plus dangereux, très, très rares. Donc, ils ont vraiment, dans le fond, regardé les pour et les contre. Donc, je pense que c'est vraiment important d'avoir cette prise de décision partagée-là. Puis, on le voit maintenant avec, c'est ça, il faut vraiment regarder toutes les conséquences, dans le fond, de nos choix en santé. Mais c'est tellement important, je pense que les gens soient vraiment impliqués là-dedans. Alors justement, quel est l'impact? Alors le fait de la formuler comme ça en termes de prise de décision partagée nous permet de nous le rappeler, sachant que je parle de ma casquette de rhumatologue, où on a tendance à prendre l'avis du patient quand on doit prendre une décision. Maintenant, est-ce qu'on va aller jusqu'au bout de ses préférences ou on va quand même dire non, oui, mais nous avons quelques données scientifiques qui nous fait que oui, même si vous ne voulez pas, mais moi je vous pousse à… Comment équilibrer justement et comment trouver les bonnes doses. Quel est justement cet impact et comment faire pour l'appliquer au mieux dans notre pratique? Oui, ben je pense, donc c'est intéressant parce que tu sais, c'est vraiment l'autonomie du patient ou du client qui, lui, au bout du compte, c'est lui, dans le fond, au bout du compte, qui doit choisir. Parce que c'est lui qui va aller se rendre au rendez-vous. C'est lui qui va aller chercher la pilule à la pharmacie. Donc, c'est lui qui doit être convaincu que c'est le bon choix pour lui. Donc, il faut faire attention. Souvent, les professionnels de la santé ont tendance à vouloir pousser les patients vers certaines options qu'ils trouvent meilleures eux-mêmes. Mais ça a été démontré que les professionnels de la santé, souvent, vont avoir tendance à être un peu plus, avoir moins peur des risques pour leurs patients que pour eux-mêmes. Donc, un rhumatologue, par exemple, si son patient dit « Ah, j'aime mieux pas tel traitement parce que j'ai trop peur des risques, mais c'est plus efficace », le médecin va souvent pousser pour le patient d'avoir un peu plus ça, mais pour lui-même, plus tard, s'il a le même choix, peut-être qu'il ne va pas prendre ce choix-là. Donc, c'est vraiment, je pense, important je pense que le mieux, c'est vraiment de donner toute l'information aux personnes pour être capable de prendre la meilleure décision possible. Mais je pense que dans le cas, par exemple, de COVID-19, c'est intéressant parce qu'on a toute la santé publique, des fois, qui prend, tu sais, on a les gouvernements qui prennent des décisions parce qu'ils doivent prendre des décisions et ils doivent regarder est-ce que ça bénéficie l'ensemble de la population. Donc, il y a des décisions qui sont prises à un moment donné et c'est pas juste chaque personne individuelle qui peut prendre ces décisions-là. Donc, c'est intéressant. En santé publique, les choses se passent d'une façon différente. Mais ce que je dirais, c'est très important de donner l'information, par contre. Donc, il y a des gens, des fois, qui ont dit, l'information n'est pas toujours claire. Donc, si on donne de l'information qui n'est pas très claire ou de l'information qui n'est pas toujours rigoureuse, qui n'est pas toujours vraie, ça peut nous retomber dessus plus tard. Tu sais. Alors, on entend souvent le fait de dire que tous les patients ne sont pas capables d'entendre toutes les informations et qu'il faudrait adapter le contenu au niveau intellectuel ou d'éducation des patients. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce postulat ou est-ce que vous pensez qu'il y a du bon sens quelque part du patient qui fait qu'il pourra recevoir les informations quel que soit son niveau? Mais je trouve ça intéressant. Je pense que c'est vraiment important d'adapter à la personne devant nous puis de demander au patient quelle information est-ce que la personne veut et quel niveau de précision de l'information est-ce que la personne veut. T'sais? Et le problème, je trouve, des fois, c'est qu'on a tendance à trop aller dans les détails puis à trop donner des choses qui sont un peu trop complexes. Donc, je donne par exemple, pour Omeract, on a fait des petites vidéos sur la prise de décision partagée qui sont sur YouTube. Et les vidéos, au début, on avait des termes beaucoup plus compliqués. Et puis, c'était très complexe. Et puis, on en a parlé avec des patients, avec des cliniciens, avec des chercheurs. Les chercheurs, souvent, ont tendance à dire « ça prend le terme EXA », mais le terme, personne ne le comprend. Ouais. Donc, on a vraiment dû adapter. On a mis des termes très, très simples qui, même aux yeux de certains, disaient « peut-être que c'est trop simple ». Puis je dirais que je ne suis pas d'accord. Je dirais que la simplicité, c'est le mieux, mais il faut s'assurer qu'on ne donne pas des mauvaises informations. Hein? Si on simplifie trop, on peut enlever de l'information qui est importante. Donc, je dirais donner l'information qui est
importantes pour que la personne prenne la décision. Pas cacher des choses qu'on pense que la personne ne va pas être capable de comprendre, mais la simplifier le plus possible. T'sais, personne ne devrait avoir à lire un article scientifique du début à la fin pour comprendre quelque chose. On devrait être capable de le simplifier. Clairement. Et donc, en pratique, comment vous pouvez nous conseiller de mettre en pratique ce concept de prise de décision partagée au niveau de la consulte ou de la routine clinique? Est-ce que vous prenez un temps dédié à la fin de la consultation pour discuter, ou est-ce que ça se fait tout au long de l'interrogatoire et de votre examen clinique, ou est-ce que c'est une séance à part? À quel moment vous pratiquez donc cette prise de décision, et quels sont les outils qui pourraient faciliter son implémentation? Donc, moi, je ne suis pas en pratique clinique, donc je fais vraiment de la recherche. D'accord. Mais je vous dirais que ce que j'ai lu puis ce qui ressort vraiment, c'est que, puis je sais que, par exemple, France Légaré, qui est à Québec, dit souvent que la prise de décision partagée, il faut juste réorganiser la consultation pour la modifier. Et donc, c'est-à-dire, donc, ça ne devrait pas prendre plus de temps. Donc, il y a un bon article que France Légaré a écrit sur les mythes de la prise de décision partagée. Ça ne devrait pas prendre beaucoup plus de temps. Il n'y a pas vraiment de données scientifiques qui montrent que ça prend beaucoup plus de temps, mais ça devrait être une consultation qui est réorganisée différemment. Donc, je vous donne un exemple. On avait fait des vidéos pour Omeract où on avait une consultation pour l'arthrose avec prise de décision partagée et une sans prise de décision partagée. Et les deux vignettes ne sont pas tout à fait la même longueur, mais presque. La vignette sans prise de décision partagée, bien souvent, on essaie de convaincre. Si on essaie de convaincre, par exemple, quelqu'un de prendre quelque chose, bien, on va souvent revenir sur les mêmes points. On va essayer de convaincre. La personne va réitérer peut-être ses peurs, ses angoisses. Peut-être qu'elle va se sentir pas écoutée. Donc, au bout du compte, ça se peut très bien qu'on perde du temps comme ça. Tandis que la portion avec prise de décision partagée, c'est vraiment une façon de faire la consultation qui est différente. C'est vraiment de demander, de dire, ben voici vos options que vous avez maintenant. Maintenant, ces options-là, est-ce que vous voulez que je vous parle des options comme ceci, comme cela? On peut essayer de voir quel type d'informations ils veulent. Donc, il y a ce qu'on appelle le option grid, qui est une façon, par exemple, d'avoir une consultation. Et puis, on a tous les éléments. Puis, il y a d'autres outils pour ça aussi, là. Mais ça donne une bonne idée de différents éléments à avoir dans une consultation. Donc, ce que je dirais, c'est à la place de pousser quelqu'un vers quelque chose parce qu'on pense que c'est la meilleure chose pour eux et les rassurer, ça. Et peut-être, de toute façon, ils ne vont même pas aller chercher leur pilule à la pharmacie. À la place, c'est vraiment donner de l'information sur les différentes options. Parler de l'efficacité, de la sécurité. Ensuite de ça, vraiment essayer de voir qu'est-ce qui est plus important pour vous. Qu'est-ce que vous pensez qui serait la meilleure option pour vous et pourquoi? Et vraiment essayer d'arriver à la meilleure décision possible. Donc, il y a deux types d'interventions qui peuvent être efficaces pour préparer à une prise de décision partagée. Un, c'est les aides à la décision ou les outils d'aide à la décision. Donc, c'est Patient Decision Aids en anglais. Donc, il y a beaucoup de différents outils d'aide à la décision. Donc, ça peut être version papier ou ça peut être électronique. Il y en a de plus en plus maintenant qui sont interactives. Donc, carrément. Donc, on peut dire, j'ai tel problème de santé, puis s'il y a un outil d'aide à la décision, on peut regarder les différentes options qu'on a, c'est quoi les données scientifiques, lire sur ça, et on est capable après de dire, qu'est-ce qui est important pour moi? Et donc, on en a une, par exemple, qu'on a développée en arthrite juvénile pour la douleur. Et donc, si les gens, dépendamment de où leur douleur est, dépendamment de, par exemple, est-ce qu'ils veulent utiliser par exemple, des médicaments pour la douleur en plus de leurs médicaments pour l'arthrite, ou est-ce qu'ils ne veulent pas? Donc, s'ils ne veulent pas, par exemple, ça ne va pas leur montrer les options de médicaments pour la douleur. Donc, c'est vraiment, ça aide à essayer de trouver, d'après ce qui est important pour vous, voici les options. Donc, outils d'aide à la décision, ça, c'en est un. Et un autre, par exemple, c'est le decision coaching. Donc, je ne connais pas vraiment ce que ça serait en français, coaching de décision. Coach de décision. Donc, ce que c'est vraiment, c'est un coach, quelqu'un qui peut aider sans dire ce que la personne doit faire, mais vraiment juste aider la personne à trouver ce qui est la meilleure chose pour elle, pour qu'elle se sente vraiment qu'elle a pris une bonne décision. Donc, même chose en donnant les données scientifiques, en discutant avec la personne et en parlant de ses valeurs, de ses préférences. C'est ça. Mais le but, c'est que c'est non directif. Donc,
ça ne dit pas « Ah, moi, je pense que vous devriez prendre ça ». Parce que quand on dit ça, ben là, la personne se sent comme obligée parfois de prendre ça. Alors, est-ce que vous avez une idée des études qui auraient montré que les patients auraient autant raison que les médecins dans leur prise de décision? Parce que là, je me positionne en tant qu'un médecin qui aurait un certain nombre d'années d'expérience, qui a vécu avec les patients et leurs maladies et qui va dire, mais moi, je ne vais pas lui demander son avis, moi, je sais ce qui est bon pour lui ou pas. Et donc, pourquoi vous me demandez de lui demander de choisir? Je connais les études, je sais comment ça marche. Donc, c'est mon job de lui dire, non, pour vous, dans votre cas, avec votre stade, avec votre maladie, voilà ce que vous devriez faire. D'où ma question, est-ce qu'il y a une étude ou des études qui ont été faites pour comparer, in fine, une décision qui aurait été partagée versus l'avis du médecin seul pour voir un peu est-ce qu'il y a une différence ou pas? Bien, il y a des études scientifiques qui ont regardé, par exemple, les aides à la décision. Donc, ça, il y a une revue Cochrane qui a regardé, par exemple, quand on utilise les outils d'aide à la décision, ça améliore beaucoup ça améliore la qualité de la décision. Ça améliore les connaissances des gens, ça améliore, les gens prennent l'option qui va plus coïncider avec leurs propres valeurs. Ils vont plus être satisfaits, ils vont être plus impliqués dans la décision, ils vont être moins incertains de quel traitement est le mieux pour eux. Donc ça, c'est tous on dirait, là, c'est tous des résultats, des mesures de résultats, des outcomes qui sont liés à leur perception que la décision était la meilleure. Maintenant, il n'y a pas beaucoup d'études qui ont regardé, par exemple, les aides à la décision. Est-ce que ça mène à des meilleurs résultats en termes de qualité de vie, sévérité de la maladie, tout ça. Donc, vraiment, là, les mesures de résultats en matière de santé, il n'y a pas beaucoup d'études qui ont vraiment regardé ça. Je te dirais que des études en prise de décision partagée comme telle, il n'y en a pas des tonnes qui ont regardé là, si ça améliore les résultats en santé. Mais je te dirais que c'est philosophique aussi. C'est comme de dire, tu sais, comme un professionnel de la santé peut savoir, pour tel type de patient, en général, ce traitement-là marche. Mais est-ce que c'est toujours le cas? Est-ce qu'il peut savoir à 100% ce traitement-là va marcher pour cette personne-là? En général, on ne le sait pas vraiment. Absolument. Donc ça, et aussi, il va regarder les Clinical Practice Guidelines, il va regarder les recommandations de bonnes pratiques cliniques. C'est ça, mais l'affaire, c'est que qu'est-ce qui se passe si la personne devant vous n'a pas l'âge des gens qui sont dans les lignes directrices, n'a pas... Je veux dire, une personne devant vous, c'est vraiment une personne unique. Donc, vous ne savez pas si elle va réagir comme d'autres patients que vous avez eus. Donc, c'est ça qui est... Puis souvent, ce qu'on dit, c'est le patient, le client est l'expert de sa propre situation. Donc, le professionnel de la santé est l'expert des données scientifiques, il a son expérience, il a l'expertise clinique, mais il ne connaît pas nécessairement la vie du patient parfaitement. Tu sais? Je pense que, je ne sais pas, mais poser des questions au patient pour être sûr exactement que la personne va aller prendre le médicament après et que ça va marcher pour cette personne-là, j'imagine que ça prendrait des tonnes de questions pour savoir ça. C'est beaucoup plus complexe. Clairement. Alors, un dernier conseil pour tous les médecins qui voudraient mettre en place un peu plus cette prise de décision partagée dans leur pratique, qu'est-ce que vous pourrez leur conseiller? Bien, je leur conseillerais, il y a un très bon site, par exemple, si vous faites le Ottawa Patient Decision Aid ou Ottawa Aide à la décision, il y a un très bon site web. Et donc, il y a beaucoup d'informations sur les aides à la décision, la prise de décision partagée. Il y a beaucoup de liens à des articles scientifiques, tout ça. Donc, je dirais que c'est très bien. Donc, ça donne beaucoup d'informations. Il y a aussi un site de l'Université Laval où il y a une liste de formations données pour les professionnels de la santé en prise de décision partagée. Donc, il peut y avoir des informations là aussi. Je dirais que d'aller faire comme une genre de formation, c'est d'essayer de trouver une formation peut être bien et de trouver des champions et de trouver des gens dans l'environnement clinique qui veulent que ça arrive. Parce que souvent, je veux dire, si eux, ils veulent le faire, c'est super, ils peuvent commencer à le faire. Puis utiliser des aides décisionnelles peut aider, utiliser du decision coaching peut aider. Mais aussi d'avoir quelqu'un qui les
qui les motive et avoir une équipe qui est qui va supporter ça va vraiment aider. Parce que je dirais que c'est probablement dur dans un système où, par exemple, on doit performer, et où l'objectif, c'est de voir un patient très, très vite. C'est pas la même chose que, par exemple, un milieu où ils vont changer, comme par exemple aux États-Unis, beaucoup des objectifs de traitement, c'est justement c'est des résultats là, par rapport à la prise de décision partagée. Donc, ça fait que, par exemple, même le paiement des médecins peut être lié à la prise de décision partagée. Donc, ça change tout le modèle de voir un patient vite versus voir un patient puis lui donner les meilleurs soins possibles, mais l'impliquer aussi dans les soins. Clairement. Merci. Merci beaucoup, Karine, pour tous ces éléments et pour toutes ces précisions. On a appris beaucoup de choses et j'espère avoir le plaisir de vous réinviter pour une prochaine interview sur Épireux. Je retiendrai la simplicité, mais sans perte d'information vis-à-vis de notre patient, en l'écoutant, et parce que ça va nous limite faire gagner du temps en l'impliquant dans la prise de décision, parce qu'il se sent écouté quelque part et non pas juste en train de subir la décision qu'on aura décidée pour lui ou à sa place. Et le conseil, c'est d'éviter d'être dans une posture où on veut pousser le patient à prendre la décision qu'on pense pour lui la meilleure, mais vraiment être dans une concertation. Très bien. Merci. Merci pour l'ensemble de ces éléments et à très vite sur Épireux. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous.